Des typos, il y en a quand même déjà beaucoup. Du coup, pourquoi t'en dessines des nouveaux? Un petit peu désagréable, si je peux me permettre. Un peu passif-agressif. Bonjour, vous êtes désagréable. On discute, on boit des bières. Je me retourne pour prendre mon sac et là, elle a disparu. Une minute au total pour toute la séquence. J'ai intérêt à percuter. Ah oui, il faut percuter. Le dessinateur de caractère, il doit penser au plein et en même temps, il doit penser au vide. Un peu le yin et le yang finalement. Et là maintenant, je vais vous montrer l'animation de votre logo. Attention, ça va être très rapide. Ça va se passer en 3 étapes. Bienvenue dans CMJN saison 1, c'est le podcast où on invite des personnalités variées au profil coloré, autant des CEO touche à tout que des créatifs farfelus ou encore des illustrateurs de talent. Leur point commun, l'industrie créative ou plus largement la communication et les arts graphiques. Alors installe-toi et bonne écoute. Bonjour Thierry Fetivo, c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui et merci d'avoir fait un petit stop à Cannes, un assez gros stop finalement parce que tu viens de loin. Donc Thierry, tu es designer graphique mais surtout typographe, tu es basé à Nantes, tu es aussi directeur artistique de la maison d'édition Bouclard et du studio de design graphique Yocna. En plus de tout ça, tu es aussi prof donc à l'ECV Nantes et conférencier et tu réalises aussi des petits workshops. Donc on a eu la chance de t'avoir pour un workshop cette semaine. Donc voilà, un beau CV. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, un peu de ton parcours, comment tu t'es lancé dans cette aventure et un peu la genèse de tout ça? Moi, j'ai fait d'abord le lycée, formation littéraire. J'avais pas forcément d'art plastique, mais j'étais bien intéressé par les langues et puis par l'histoire, par pas mal de sujets. Je m'intéressais à ce qui était un peu créatif, mais ce que je voulais faire, c'était faire de la psycho. Donc j'ai fait une licence de psycho à Angers. En me disant qu'après, je pourrais soit être psychologue, soit être professeur des écoles, parce que j'aimais déjà à l'époque beaucoup l'enseignement, et j'aime bien travailler avec les enfants. Donc j'ai fait ma licence de psycho, où j'ai fait différents stages plutôt en école primaire, et ça m'a bien plu de donner des cours à des maternelles et à des primaires. Donc après ma licence de psycho, j'ai un peu travaillé comme professeur des écoles remplaçant, où j'ai eu des classes de CE1, des classes de différents niveaux comme ça. L'enseignement du coup m'a beaucoup plu. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce métier, c'est qu'en fait c'est assez créatif dans la mesure où tu as des savoir-être et des connaissances à transmettre aux élèves. Par contre, tu es libre de les transmettre comme tu veux. Donc c'est à toi d'imaginer tes ateliers, tes activités. C'est ça qui me plaisait bien, c'est que tu crées toi-même tes ateliers pour apprendre des choses aux élèves. Et donc en faisant ce métier, je me suis dit que un métier créatif comme le graphisme, ça me plaisait bien. Et donc après, j'ai fait 3 ans d'études de graphisme à Nantes et 1 an et demi d'études dans la typographie à Amiens. Et justement, du coup, c'était à l'école Graphie Créatif. Oui, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a bien plu dans ce parcours hyper typo que t'as pu faire là-bas? La formation de graphisme, du coup, c'était à Nantes. J'avais plein de cours différents, dont des cours de typo, mais des cours d'illustration, de Photoshop, de couleurs et tout ça. Et parmi tous ces cours, c'est entre autres le cours de typo qui est le truc qui m'a le plus fasciné. Entre autres, puisque j'avais un prof de typo qui s'appelait Thierry Rivière, que j'appréciais beaucoup, et qui était quelqu'un de passionné et qui arrivait vraiment à transmettre sa passion, quoi. Et du coup, ça m'a fasciné. Et quand j'étais étudiant, j'ai fait 3 stages. Le premier chez Orange Business Service, plutôt dans le web, à Nantes. Le deuxième à Toulouse, chez DDB, donc plutôt agence de pub, de com. Et le troisième à Paris, à Clamart, chez Jean-François Porchet, donc à Typofonderie. Où là, du coup, ça m'a conforté dans mon choix que la typographie, c'est vraiment le domaine qui me parle le plus, quoi. Et ben justement, toi, t'es qui t'a transmis ce savoir-là? Ben, il y a eu plusieurs étapes. Le premier, c'était mon prof de typo quand j'étais à Graphie Créatis, où on n'a pas dessiné des typos en entier, mais on a dessiné des logos, par exemple, à la main à partir de 0. Après, mon stage de fin d'études avec Jean-François Porchet à Paris, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a fait faire de la calligraphie, avec des calligraphies qu'on a scannées, qu'on a agrandies, qu'on a redessinées à la main. Et puis après, mes études de typo avec des profs qui étaient très très bons, comme Alice Savoie, Sébastien Morlighem, Jean-Baptiste Levé, Patrick Dohan, plein de gens qui sont très talentueux et qui m'ont appris beaucoup, quoi. J'ai eu beaucoup de chance. Dans la promo à l'ESAT d'Amiens, on était 4 et on avait peut-être 5-6 profs. On avait 1 an et demi pour bosser sur un projet. Donc c'est ouf. Si t'avais envie de parler 2 heures avec un prof sur ton projet, bah tu pouvais parler 2 heures avec un prof. Donc du coup, donc ton niveau de progression, il est super, quoi. C'est là que s'est fait la petite bifurcation entre graphisme et typo. Et du coup, après ça? Après les études de typo, j'ai commencé à chercher du boulot en postulant un peu partout en France. C'est à Lille que ça a fonctionné. Donc j'ai travaillé à Lille pendant 1 an et demi à peu près, dans une agence qui s'appelle Atelier 59 et qui fait majoritairement de la signalétique et aussi un peu d'identité visuelle, ce qui était plutôt pas mal parce que la signalétique, c'est un truc
qu'on n'étudie pas beaucoup pendant les études, donc j'ai appris pas mal de choses en bossant là-dedans, mais ça m'a bien plu. Et après, je suis revenu à Nantes, j'ai déménagé à Nantes, où je suis depuis 8-9 ans, quoi. Ouais. Et dès que j'ai déménagé à Nantes, j'ai postulé dans différentes écoles pour être prof de typo. Ouais. Donc il y en a 2 qui m'ont dit oui, et donc j'ai commencé dans le CV, pour commencer à être à la fois prof de typo dans ces écoles et en même temps bosser en freelance. Donc ça a commencé comme ça. Donc j'ai eu pas beaucoup de temps de salarié, quoi, et une majeure partie de ma carrière pour l'instant plutôt en freelance. Et du coup, tu as fondé le studio en même temps que la maison d'édition? Comment ça s'est passé? Bonne question. Je pense que je suis arrivé à Nantes probablement vers 2015, quelque chose comme ça, il y a 10 ans. Et là, j'ai bossé en freelance pendant quelques années tout en donnant des cours. Et en 2018, avec mes associés Clément Le Priol et Benjamin Reverdy, eh bien, on a créé la maison d'édition de Bouclard, en commençant par la revue Bouclard. Donc, on a commencé par cette revue, puis après, on a fait des livres. Donc ça, c'était en 2018. Et après, vers 2021-2022, on a créé l'agence Yocna, quoi, le studio de design éditorial Yocna. Donc les choses finalement sont arrivées petit à petit. C'était pas des choses qui étaient prévues, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas un plan de carrière sur 10 ans, voilà. C'est plutôt les différentes rencontres et les différents moments ont fait qu'il y a une première idée qui a amené à cette deuxième idée, cette troisième idée. Donc ça c'est venu petit à petit, quoi. Pourquoi avoir pas poussé dans le salariat et avoir décidé de franchir le cap d'être entrepreneur? En règle générale, c'est pour avoir une totale liberté dans ce que je fais. Une des choses qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la liberté, quoi. C'est le fait de pouvoir s'organiser comme on veut, de gérer son temps comme on veut, de proposer des idées créatives qui nous plaisent sans avoir à subir trop de pression de supérieurs. C'est pas la vie la plus simple parce que du coup, justement, vu qu'on est seul, c'est à nous de se débrouiller pour trouver des clients, pour négocier, pour gérer des situations qui sont parfois difficiles, mais en même temps je pense que ça vaut le coup. Par exemple le fait que dans ma vie je sois à la fois dessinateur de caractères, je gère une maison d'édition, je suis prof à l'ECV et en même temps j'ai l'agence Yocna, c'est une vie riche parce que je fais plein de choses différentes et je peux organiser mon emploi du temps un peu comme je veux, quoi. Là par exemple cette semaine j'ai pris quelques jours pour venir à Cannes vous rencontrer. Si j'étais salarié ça aurait été quelque chose de plus difficile. Ça te permet d'organiser ton emploi du temps parce que c'est vrai que sinon tu pourrais peut-être pas forcément donner des cours à côté si tu étais salarié. Tout à fait, et puis les écoles elles sont plutôt compréhensives par rapport à mon statut puisque la majeure partie des profs, si ce n'est tous les profs, ils sont freelance à côté. Tu fais des workshops dans les écoles? Oui aussi, Et tu es aussi du coup prof. Est-ce que c'est vraiment très différent quand tu fais un workshop de quand tu es en formation continue et tu as les écoles sur l'année? Comment tu arrives à organiser tout ça? Une très bonne question Antoine. Les cours, c'est des projets un peu plus classiques de communication où il y a un brief, il doit faire une identité visuelle pour tel client. Et parfois les workshops, ça a un côté un peu plus exploratoire dans le sens où ils peuvent parfois faire des choses à la main, faire des visuels à la main, ou alors c'est des sujets un peu décalés dans lesquels peut y avoir une dose un peu de fiction. Par exemple, avec mes associés de Yocna, on avait fait un workshop à Lisa-Rennes. Et le workshop, c'était sur une capsule temporelle. Donc, on leur a dit, par groupe, vous choisissez un texte qui est pour vous un texte important pour l'humanité. Et vous allez le mettre en page. Ce texte, on va le mettre dans une capsule temporelle qu'on va enterrer dans le sol. Et on la réouvrira dans 500 ans. Donc, la question de design, c'est, dans 500 ans, ce sera quoi les habitudes de lecture des gens? C'est quoi la langue qu'ils vont parler? Et comment faire en sorte que ce soit compréhensible si le français change ou si les codes visuels, la lecture change, quoi. C'est pas un projet qu'on peut avoir tous les jours avec un client. Et donc, du coup, c'est pas mal parce que c'est lié à l'histoire, c'est lié à de la recherche, à de l'imagination, presque à de la science-fiction. Et du coup, ça, c'est hyper enrichissant aussi pour les élèves, quoi. Ouais, il y a carrément un côté expérimental en fait. Écoute, merci beaucoup. On va passer à Deadline Fighter. Pour rappel, 1 minute. 1 minute au total pour toute la séquence? Ouais. Ah ouais, c'est hyper cool. Ah bah ouais. Putain, j'ai intérêt à percuter. Ah oui, il faut percuter. Il y a une vingtaine de questions. En général, les invités répondent à une dizaine de questions. Ah ouais. Ouais. Okay. Mais on va essayer de faire des records. On va essayer de battre des records. Ok, allons-y. Deadline Fighter. T'en penses quoi de la comics sans MS? C'est pas bien, sauf si on a envie de faire une petite bulle de texte rigolote. Plutôt croquis papier ou tablette? Croquis papier. Tu connais toute l'histoire de la typographie par cœur? Oui. À Amiens, il pleut tout le temps ou pas? Il pleut un jour sur 2. Savoir dessiner, c'est une obligation en typo ou pas? C'est mieux. Si t'avais pas fait typographe, t'aurais fait quoi comme métier? Linguiste. Est-ce que t'as déjà utilisé une presse typo? Oui. Est-ce que tu as le super pouvoir de reconnaître presque chaque typo dans la rue quand tu les croises? Beaucoup, ouais. Prof de CE1 pendant 2 mois, pas trop compliqué?
Pas facile quand t'as 27 enfants et que t'as eu quelques jours de formation. Est-ce que tu connais la vraie histoire qu'a écrit Andersen pour Disney? Oui, la Reine des Neiges? Ou la Petite Sirène? Ouais. Le caractère le plus dur à dessiner, c'est lequel? Le caractère le plus dur à dessiner, je dirais que ce sera un caractère très très fin, parce que dans un caractère très light, c'est déjà fini. T'en as fait 1, 2, 3, C'était un 4, dommage. 5, 6, 7, 8, 9. Bah t'en as fait 10, hein. T'étais à la 11e. Pas facile. Ouais, pas facile, hein. Mais c'est rigolo. Mais... Ouais. Selon toi, c'est quoi le secret pour une typo équilibrée, pour qu'elle soit agréable à la lecture? Est-ce qu'il y a une forme de caractère plus ou moins facile à travailler? Dis-nous tout. Je dirais que c'est globalement un équilibre un peu entre le blanc et le noir, en fait, entre la masse et le vide. Ouais. Et tout ça doit bien s'équilibrer. Il doit y avoir un rapport entre l'espace qui est à l'intérieur des lettres, donc la contreforme, et l'espace qui est entre chaque lettre, donc l'interlettrage. Et tout ça doit former un rythme qui est très régulier et harmonieux. Donc on appelle en effet un peu le gris typographique. C'est une histoire d'équilibre en fait. Quand le dessinateur de caractères, il doit penser au plein et en même temps il doit penser au vide. C'est un peu comme un architecte quoi. Quand il conçoit un bâtiment, il pense à la masse, au mur, mais il pense aussi aux vides qui sont créés par ces murs. Et il faut qu'il arrive à voir le positif et le négatif en même temps. Et du coup, c'est la même chose en typographie. Ce qui est presque aussi important, c'est les espaces qui sont créés entre les caractères que le caractère en lui-même, quoi. Tout à fait. Un peu le yin et le yang finalement. C'est une histoire d'équilibre entre le plein et le vide, quoi. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que la typo est quelque chose de très rigoureux, qui respecte plein de règles, et puis ça paraît très technique. Bon, ça l'est aussi, hein. C'est assez technique quand même. Est-ce que tu transgresses souvent les règles qu'on t'a appris ou les règles un peu induites en typographie? Ben justement, je pense que ce qui fait l'intérêt de la typographie, c'est justement essayer de trouver une sorte d'équilibre entre à la fois respecter les règles et les proportions de façon à ce que les lettres soient lisibles et quand on lit un A, c'est un A et quand on voit un B, c'est un B. Et en même temps, faut chercher un certain niveau d'expressivité. Faut essayer de trouver une typo qui a une identité reconnaissable. Donc en fait, quand on est dessinateur de caractères, on est constamment dans une sorte d'aller et retour entre d'un côté faire quelque chose de lisible, clair qui réponde au cadre et en même temps quelque chose d'expressif. Cette balance-là, moi, que je trouve vachement intéressante, quoi. Tu as dessiné le caractère Andersen. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une typo qui est ultra complète et un peu la spécificité de cette typo, c'est que du coup, c'est un peu destiné à la base au conte, enfin en tout cas au récit pour enfants, parce que du coup dans cette typo-là, il y a des glyphes particuliers et surtout de la ponctuation qui permet de comprendre les émotions quand on lit, à l'oral notamment, et ça permet de savoir tout de suite au début de la phrase quelle émotion et quelle intention on doit donner à la phrase. Comment est née un peu cette typo? Est-ce que tu peux revenir sur ce projet qui est hyper intéressant? On aime beaucoup cette typo, donc voilà, on aimerait bien que tu nous en parles, que tu nous parles un peu de la genèse. Eh ben justement, tout à l'heure tu me posais des questions sur mon passé de professeur des écoles remplaçant. Et donc en effet, quand j'étais professeur des écoles, assez souvent, je lisais des histoires aux enfants. Or, quand on lit une histoire à un enfant à voix haute, qu'on prend un livre, un album jeunesse et qu'on le lit, parfois c'est à la fin de la phrase qu'on voit le ton sur lequel faut donner l'information. En français, tu vas te retrouver avec des phrases du genre je suis seul et un peu perdu dans cette forêt, point, dit-elle en pleurant. En fait, à la fin, tu comprends qu'en fait, t'aurais dû le lire dès le début avec la voix de quelqu'un qui pleure ou la voix de quelqu'un qui est très très triste, quoi. Et donc ça pose un problème pour avoir une intonation, une lecture qui est bonne, comme une lecture de théâtre, on peut dire. Et donc je me suis dit qu'il fallait trouver une solution à ça. Or en espagnol, ils ont un peu trouvé ça, parce qu'en espagnol, le point d'exclamation et le point d'interrogation, ils sont à l'envers en début de phrase et à l'endroit à la fin de la phrase. Donc ça vient un peu cadrer la chose et donner l'intonation dès le départ. Et donc je me suis dit, mon projet de fin d'études, quand j'étais étudiant en graphisme à Nantes, ça pourrait être la création d'une police de caractère destinée à la littérature jeunesse, qui viennent ajouter ces signes que j'appelle un peu des signes d'émotion et qui viennent indiquer la joie, la peur, la colère, la tristesse et tout ça. Mon projet de fin d'études, c'était la création de la typo, la création d'un petit livre jeunesse et un spécimen typographique, quelques affiches pour faire un peu la promotion du caractère, quoi. Je trouve ça fou que t'y aies pensé, mais surtout que ça n'existait pas en fait. Parce que du coup, c'est vrai que quand on lit le texte, on a du coup plus tendance à avoir un ton assez monotone. Et du coup, tu considérais, et tu considères sûrement toujours, qu'il y avait pas de typographie qui permettait de soutenir le ton de voix ou d'induire un style de lecture. En tout cas, ça n'a jamais été fait avant, quoi. Il y a quelques points qui existent. Il y a un poète qui avait inventé le point d'ironie, qui vient donner une indication sur le ton de la lecture, parce que l'ironie, c'est pas quelque chose de facile à représenter
avec la typo. Les Américains ont inventé une sorte de point exclarogatif, qui est un point d'interrogation et d'exclamation en simultané. Ok. Donc il y a un petit point en bas et il y a un point, un morceau qui est un point d'exclamation, un autre morceau qui est un point d'interrogation. Ok. Et c'était implémenté sur certaines machines à écrire, par exemple. Il y a certaines typos qui l'ont et du coup tu peux aller chercher le glyphe. Donc il y a des petites choses qui existaient, mais pas des choses comme moi je l'avais imaginé. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette typo? Ça a été quoi un peu son avenir et son devenir? Eh bien, cette typo, je l'ai terminée en essayant après mes études, j'ai essayé de la finir pour que ce soit le truc le plus carré possible, le mieux dessiné, le plus complet. Et ensuite, je l'ai proposé à une fonderie de caractères qui s'appelle 205TF, qui est basée à Lyon. C'est les mêmes personnes qui font Bureau 205 et Édition 205. Et je leur ai proposé l'idée. Ils ont dit c'est super, on va la commercialiser. Par contre, on va te demander de faire des petites modifications parce qu'il y avait des erreurs dans ma typo. Donc ils m'ont fait des retours. Ils m'ont dit bah là il faut corriger telle lettre, là il faut modifier tel espacement, nanana. Donc ils m'ont donné beaucoup de conseils. J'ai intégré ces conseils pour améliorer encore le niveau de qualité de la typo. Et ensuite cette police de caractère elle est vendue sur le site de 205TF. Et donc à chaque fois qu'elle est vendue, moi je touche des droits d'auteur et le site distributeur touche aussi une commission puisque c'est eux qui vendent le caractère. Donc c'est eux en fait qui font la promotion de ce caractère, qui le vendent sur les réseaux sociaux, qui font du motion design, qui font plein de choses pour en parler. Et de temps en temps, à droite à gauche dans le monde, en France ou à l'étranger, eh ben il y a des gens qui utilisent mon caractère. T'as des exemples? Une édition de livre d'artiste en Suisse qui a utilisé le caractère Andersen comme caractère de texte. Trop bien. Parfois, c'est utilisé pour des livres pour enfants. Et donc, c'est intéressant parce que c'est des choses que tu découvres par hasard. Tu vas sur Instagram et puis finalement, quelqu'un t'a tagué et quelqu'un met, édition de ce nouveau livre, utilisation de Andersen, typo de effectivo. Et là, tu découvres en fait l'usage de ta typo, quoi. Ouais, et tu tombes sur son travail, ça fait toujours plaisir. Et à contrario, du coup, donc la famille de caractères Andersen qui est hyper expressive, est-ce que ça t'arrive, toi, des fois, de chercher ou de devoir chercher la neutralité typographique? Je dirais qu'en règle générale, on vient plutôt me chercher pour de l'expressivité, pour avoir une typo qui se reconnaît, qui a du caractère. Mais j'aurais tendance à dire que quand on dessine un caractère de texte comme le caractère Bouclard que j'ai dessiné pour la maison d'édition que j'ai créée avec mes deux associés, il y a de l'expressivité, mais il y a aussi une sorte de recherche de neutralité entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une sorte de grille typographique et de lecture très agréable sur le texte long. Et donc il faut pas que ton œil s'arrête sur tel ou tel caractère qui est hyper original dans la ligne de texte. Il faut que ton œil il passe sur les lignes de texte un peu sans s'arrêter. C'est un travail intéressant aussi. Il y a certains dessinateurs de caractères qui disent que le dessinateur de caractères c'est un peu comme le chef d'orchestre dans un morceau de musique, c'est-à-dire qu'on le voit pas et pourtant c'est lui qui fait en sorte que tout marche bien et que tous les instruments jouent ensemble et que ça fonctionne bien. Mais après on se rend pas compte vraiment du son que fait chaque instrument isolé, mais c'est l'ensemble qui marche. Et du coup c'est ça qu'il faut chercher un peu quand on est dessinateur de caractères. Et est-ce que tu remarques, enfin en tout cas qu'est-ce que t'en penses si tu le remarques, de ce mood un peu d'uniformisation typographique qu'on peut voir dans les logos de start-up ou même de grands comptes, de grandes marques, ce manque de justement d'expressivité et le fait que tout se ressemble un peu? C'est une tendance générale dans la mesure où quand une entreprise a envie de faire un logo dans un certain domaine d'activité, elle va faire une sorte de benchmark, d'étude de la concurrence, elle va regarder ce qui se fait chez les concurrents et elle va se dire bon, il faut quand même que je sois un peu dans la tendance actuelle dans mon marché. Et le risque, c'est de faire quelque chose qui est trop uniformisé avec le reste. Et en fait, quand on cherche à travailler une identité visuelle, il faut à la fois avoir un pied dans son marché et dans des codes qui sont reconnaissables, et en même temps développer sa singularité, quoi. Donc ces dernières années, en effet, il y a beaucoup de marques comme Chanel, Balenciaga, Saint-Laurent, Burberry qui ont à un moment évolué leur logo pour avoir des linéales très très épurées. Il commence à y avoir une sorte de retour en arrière. La marque Burberry, elle revient en arrière avec une sorte de logo avec un chevalier, avec un dessin assez détaillé. Alors, la marque Gap aussi, elle a eu une sorte de backlash en fait, de sorte de gros flop et de réaction en fait de ces consommateurs qui disaient finalement non, là c'est pas là, ce que vous faites c'est plus la marque Gap, on est en train de perdre l'identité de la marque. Donc moi j'aurais tendance en tant que dessinateur de caractères à plutôt valoriser les singularités, quoi, valoriser les approches qui sont pas conformistes. En tant qu'indépendant, du coup, vivre uniquement de la typo, c'est peut-être un peu difficile, ou peut-être pas d'ailleurs, tu vas peut-être me dire l'inverse. Est-ce que du coup c'est envisageable? Est-ce qu'il faut obligatoirement faire du design graphique à côté ou pas? Je sais pas combien de gens en France vivraient uniquement de la typo. Je sais pas, je dirais peut-être 50 personnes. En tout cas, c'est un domaine très précis. Donc là, faut faire beaucoup de projets de typo custom, beaucoup de projets de typo sur mesure pour des clients.
en même temps peut-être avoir une fonderie et vendre ses caractères, mais c'est pas le cas de figure le plus fréquent. Il y a pas mal de gens qui font du dessin de caractères qui font aussi un peu des conférences ou des workshops, donc qui ont aussi une sorte de volet formation dans leur métier, quoi. Et après, moi, en ce qui me concerne, on peut dire que j'ai 3 activités en parallèle, l'enseignement, le graphisme, la typo et l'édition. Donc moi, j'ai choisi d'avoir plusieurs choses, entre autres parce que je m'intéresse aussi à plein de domaines différents. Ouais, c'est pas un choix forcé financier, c'est juste que tu as envie de continuer à enseigner, et à la fois tu as envie de faire de la typo et tu as quand même envie de faire un peu de design graphique et de compo et de mise en page. Comment ça se passe un peu la commande, quand on te commande une typographie, comment on t'approche, comment ça se passe, quelles sont un peu les étapes de projet? On peut prendre par exemple une typo que j'ai dessinée pour une maison d'édition qui s'appelle L'Œil ébloui, qui a fait toute une série de livres sur Perec, sur Georges Perec. Donc ça, c'est un projet avec Yocna. Le client vient nous voir, il nous demande de penser une identité visuelle pour une collection de 53 livres. Donc nous, faut qu'on réfléchisse à la DA et l'identité, mais vient forcément rapidement l'idée aussi de créer une typo sur mesure. Donc on propose ça au client, il était plutôt d'accord avec l'idée, d'autant que l'écrivain Georges Perec aimait bien la typographie, les lettres, les mots, donc il y avait un truc qui collait bien avec le sujet. Sur ce, on définit dès le départ une étendue du caractère à dessiner, c'est-à-dire est-ce qu'il y a plusieurs graisses, est-ce qu'il y a régular, italique, bold italique et tout ça. Après, on définit un set de caractères ou un jeu de caractères. Donc là, en l'occurrence, les capitales, les minuscules, les chiffres, les ponctuations, des symboles spéciaux. On fait un devis qui est validé. Et ensuite, on commence à travailler. Donc, quand on commence à travailler la typo, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer, par exemple, à faire une dizaine de lettres. Et avec cette dizaine de lettres, qui a déjà une DA qui est affirmée, on peut générer du faux texte, en gros, du texte aléatoire, avec des petits mots, des mots plus longs, des espaces et tout ça. Ce qui permet d'avoir une idée de à quoi visuellement ça va ressembler. Une fois qu'on a cette étape-là, elle est validée par le client. Et quand elle est validée, du coup, à ce moment-là, on peut décliner cette DA sur l'ensemble des lettres et sur toute la typo. Et après, il y a plusieurs phases de tests qui vont se succéder, puisque en fait on travaille sur écran, mais à la base, au final, ce sera sûrement imprimé. Donc on fait beaucoup de tests où en différentes tailles, dans plein de corps différents, on imprime, on voit ce que ça donne, on retravaille, on réimprime une feuille de test, on retravaille, on fait plein d'allers-retours comme ça, jusqu'à arriver à un résultat qui nous semble bien. Et à ce moment-là, on s'arrête et on produit vraiment la typo, c'est-à-dire qu'on en fait un fichier OTF ou TTF qu'on peut installer sur un ordi et après utiliser. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Alors OTF et TTF, c'est 2 formats de fichiers. TTF, c'est True Type Font, c'est le format le plus ancien. Et le format qui arrive après, c'est OTF pour Open Type Fonts. Une des différences, c'est que le format Open Type, il peut contenir plus de caractères. Je crois qu'on est dans les 56 000, quoi. Donc, si vous voulez faire une typo, par exemple, dans lequel il y a du chinois, de l'arabe, du latin, du grec et de l'arménien, du coup, c'est possible avec ce jeu de caractères hyper étendu, quoi. Mais justement, ça me fait penser à la question que je voulais te poser, c'est est-ce que toi, tu as l'habitude de travailler sur des glyphes d'autres langues ou voilà, est-ce que tu le fais et si oui, lesquels? Alors, tout à fait, je le fais. Et pour être précis, Antoine, j'adore faire ça. Mon projet de fin d'études, quand j'étais en études de typo et pas de graphisme, c'était une police de caractère qui s'appelle Batuta, qui fonctionne pour l'alphabet latin et pour l'alphabet arabe, du nom d'un voyageur marocain qui s'appelle Ibn Battuta, qui est allé jusque vers la Chine à l'époque, qui a fait un très grand voyage pendant 33 ans. Et donc ça veut dire que j'ai une expertise dans la typographie arabe, et j'ai appris un peu le cyrillique, je me suis un peu formé sur le cyrillique. Parfois il y a des marques qui viennent, des marques ou plutôt des agences de communication qui viennent me demander d'adapter un logo d'un système d'écriture à l'autre. Donc par exemple, ils ont un logo en anglais, et du coup cette marque elle va fonctionner en Égypte, et donc à ce moment-là il faut que je dessine la version arabe de ce logo anglais. Donc c'est un exercice intellectuel extrêmement intéressant, puisqu'en fait il faut que les deux logos, quand on les voit côte à côte, match. Il faut qu'on comprenne que c'est bien la même marque. Par contre, il faut que dans chaque cas, ça respecte les règles justement dont tu parlais, les règles typographiques qui fait que le caractère est lisible et que ça paraît naturel et pas un truc artificiel bricolé. Est-ce que tu as besoin de savoir parler la langue? Enfin, comment tu fais? Parce que je pense que tu parles pas non plus toutes les langues des typos que tu crées. Comment tu fais? Connaître la langue, c'est quand même un plus. C'est pour ça que j'ai appris un petit peu d'arabe et appris un petit peu de russe. Mais pour le départ, c'est pas le principal. Ce dont tu as besoin pour dessiner des lettres, c'est connaître la calligraphie, savoir comment se tracent les lettres, connaître les différents types de lettres selon les périodes historiques. Parce que si tu dessines un logo en cyrillique, il faut que tu saches si ce logo il fait moderne et contemporain,
ou est-ce qu'il fait logo du 19e siècle, quoi. Ouais. Et ça, pour le savoir, il faut que tu aies regardé beaucoup de lettres et de typos en cyrillique pour savoir c'est quoi les codes graphiques, tu vois, qui correspondent les intentions, quoi. Quand j'avais posé cette même question à un de mes profs, Titus Nemeth, qui m'avait appris la typographie arabe, il m'avait fait une réponse qui m'avait fait rire. Il m'avait dit, Thierry, par exemple, ta mère, elle est française, elle sait parler français, elle sait lire le français couramment. Je dis oui, ok. Et donc, qu'est-ce qu'elle sait dessiner? Une typo en français. Et je dis, ouais, non, non, pas forcément. Donc, c'est un plus. Okay. Mais le plus important, c'est de connaître l'histoire de l'écriture, la calligraphie, les proportions et tout ça. En fait, tu traites comme une forme, quoi. Ouais. Tu traites vraiment purement la forme et pas... Ok. Comment ça se passe en termes de cession des droits quand on crée des typos? Comment, en gros, en France, ça fonctionne? Et comment toi, tu fonctionnes en termes de cession des droits sur ton travail? Nous, en tant que designer, c'est vrai que c'est toujours un peu... Enfin, il y a beaucoup d'agences ou même de designers influence, c'est toujours un peu clair-obscur, on sait pas trop les droits d'auteur, etc. Je dirais qu'il y a deux cas de figure majoritaires. Ouais. D'un côté, il y a les typos retail, qui sont les typos qui sont vendus sur des sites et que n'importe quel designer peut acheter, comme le caractère Andersen qui est vendu chez 205TF. Ouais. Et l'autre cas de figure, c'est la typo custom, donc c'est la typo sur mesure pour un client. Dans le cas d'une typo retail que tu achètes sur un site internet, on te fournit en effet une licence, un document PDF de 3-4 pages, 4-5 pages, qui décrit en fait l'utilisation de ce caractère, dans quel contexte tu peux l'utiliser, qu'est-ce que tu as le droit de faire avec, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire avec. Donc généralement, tu peux l'utiliser pour faire un logo, pour des pages web, ça dépend du nombre de vues sur le site internet, tu peux l'utiliser pour faire du texte. Ouais. Tu peux pas par contre le modifier, le transformer, la revendre ou des choses comme ça. Et globalement, c'est une licence qui est à vie, c'est-à-dire qu'une fois que tu as acheté la typo, tu peux en avoir la jouissance à vie. Et dans le cas de la typo custom, c'est un peu différent. Okay. Quand tu fais une typo custom, il y a aussi un document qui liste ce que tu as le droit de faire avec. Okay. Pour quelle durée, sur quelle zone géographique, est-ce que c'est pour la France, pour l'Europe, pour le monde entier? Et souvent, il y a une durée de plusieurs années qui est renouvelable. Donc la typo que j'ai dessinée pour les Utopiales, le Festival de science-fiction à Nantes, eh bien, je crois que c'était une licence de 3 ans qui est renouvelable. Et au bout de 3 ans, du coup, tu leur demandes s'ils veulent continuer à avoir l'exclusivité. Une des questions, c'est d'avoir l'exclusivité de cette typo, être les seuls à l'utiliser. Ou alors, est-ce que non, ils veulent pas? Auquel cas, moi, la typo, je peux la reprendre, la réutiliser, la développer, la revendre sur Internet éventuellement. Okay. Et du coup, s'ils veulent plus avoir l'exclusivité, après, ils basculent sur le schéma de juste ils sont propriétaires de la licence d'exploitation, c'est ça? Par exemple, ça pourrait être ce cas de figure. Ouais. Ok. Comment tu fais pour protéger ton travail d'une utilisation qui serait pas celle définie ni par la licence ou juste des personnes qui auraient chopé ou craqué la typo, quoi? La typo, elle est souvent par définition protégée, dans la mesure où le droit d'auteur français, il est assez protecteur par rapport aux droits d'auteur d'autres pays. C'est-à-dire qu'en France, les œuvres de l'esprit sont protégées par le fait même qu'elles ont été créées et que tu aurais une preuve de la création de cette œuvre. Okay. Donc si tu crées un discours, une peinture, une chanson, une pièce de théâtre ou alors une typo, si tu arrives à prouver que c'est toi l'auteur de cette œuvre grâce à différents documents et que tu l'as créée par exemple il y a 3 ans et que quelqu'un la reprend il y a 1 an, du coup tu peux prouver que c'est une copie de ton travail qui a été effectué avant. Juste prouver l'antériorité avec l'INPI ou une enveloppe solo. Et après en effet pour Andersen, vu que c'était mon tout premier projet, j'avais déposé une enveloppe solo à l'INPI, donc l'Institut National de la Protection Industrielle. Peut-être pour ceux qui connaissent pas, en gros, à l'époque l'enveloppe solo c'était vraiment une vraie enveloppe, c'était vraiment en papier, quoi. Globalement, en gros, on vient upload, on va mettre sur le site de l'INPI les fichiers, ils vont être en gros eurodatés, etc. Et s'il y a besoin de passer devant un juge, en gros, c'est ça qui permet de dater, qui fait foi, et on va en gros ouvrir l'enveloppe. Mais voilà, en gros, ça marche un peu comme ça. On va passer à la séquence jeu qui t'appelle. Super. Du coup, je commence par un petit disclaimer. On n'est personne pour juger. Bon, on va le faire quand même. Mais voilà, en toute bienveillance et de manière le plus bon enfant possible. Et l'idée, c'est que tu nous justifies, que tu me justifies ton choix, moi aussi. Et puis, voir si on a des grosses divergences après. Super. On y va? Vas-y, tu peux le faire avant moi, tu peux le faire après moi. Allez, je te laisse commencer. Zara, je suis pas fan de ce logo, le fait que les trucs soient... Parce que soit c'est original et on le remarque, en même temps je trouve que ça donne un aspect un peu désorganisé, puis entre le A et le R ça fait une sorte de gros truc hyper épais qui est pas très élégant. Et tout pareil, ça me dérange foncièrement à l'œil. En plus ça fonctionne même pas en petit, dès qu'on dézoome un peu, vu que c'est même pas condensé, là à ce niveau-là, je sais pas comment on pourrait le qualifier, mais voilà, ça fonctionne pas dans plein de cas d'usage. Effectivement, je trouve ça hyper déséquilibré. En plus, la typo elle est déjà vachement rythmée, donc c'est un peu un brouhaha.
Ouais, obligé. T'es un Potterhead, t'es un fan d'Harry Potter? Je suis pas. Parce que ça peut influencer ton regard. Je suis pas un fan d'Harry Potter, mais j'aime beaucoup ce logo parce qu'il est très expressif et qu'il raconte bien l'univers du film. Quand mon neveu était un peu plus petit, j'avais écrit son prénom avec l'écriture d'Harry Potter. Et j'avais mis sur sa porte. Il m'a dit « Ah ouais, t'as écrit Harry Potter ?» Et je lui ai dit « Non, moi j'ai pas écrit Harry Potter. Qu'est-ce que j'ai écrit? Lis bien. » Et du coup, il lit, il dit « Ah, t'as écrit Anatole ?» Et je dis « Oui. » Et donc pour lui, c'était évident que c'était écrit Harry Potter parce qu'en fait, il a reconnu les lettres, la DA, un peu le style, quoi. Et donc... il a même pas analysé les lettres, ouais, il a juste regardé le style. Il a reconnu le truc. Et du coup, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et du coup, j'avais fait un visuel que je pourrais vous partager où j'ai repris des logos et j'avais, au lieu d'écrire le nom du logo, j'avais écrit le nom de l'objet qui s'y réfère. Ouais. Donc en fait, j'avais écrit sorcier pour Harry Potter. J'avais écrit adhésifs pour Scotch et j'avais écrit briques pour Lego, mais avec la même typo. Okay. Et donc on reconnaît vraiment ça du premier coup d'œil, quoi. Entièrement d'accord avec toi, ça marche excessivement bien. Bon, après on a une petite accroche émotionnelle parce que forcément Harry Potter, moi c'est sorti, j'avais exactement le même âge, donc j'ai lu tous les livres et j'ai vu tous les films. Évidemment. Ça représente parfaitement l'univers, l'EP qui reprend bien la cicatrice de Monsieur Potter. Donc voilà, donc non, ça fonctionne excessivement bien et ça fait jeunesse, enfin tout est bien. Je suis à moitié fan, j'ai un peu du mal avec les A, le fait que voilà, il soit très ouvert comme ça, et je sais pas, je trouve qu'il y a un peu des bizarreries, il y a une ligature entre le A et le S, mais voilà, j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi, et je sais pas, je trouve que le style a un côté quand même vachement rétro, mine de rien. Puis je trouve aussi que la chasse est un peu peut-être importante et ça fait quelque chose d'un peu bizarre. Ben moi, à l'inverse, j'aime bien ce logo. Alors, un peu comme toi, je trouve qu'en effet, il a un côté un peu daté, des années, je sais pas, 80 peut-être. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très uniforme, dans le sens où il y a cette même forme-là, un peu de mix entre des parties droites et des parties arrondies dans le NAS, qui fait que tout est très cohérent. C'est presque comme si on avait la même forme, mais qu'on pivotait un peu. Et le fait que les A n'aient pas de barre horizontale, je trouve que ça donne presque un côté un peu science-fiction. Donc je l'aime bien, même si aujourd'hui, on le dessinerait peut-être différemment. Ouais, c'est vrai. C'est difficile ça. En fait là, ouais. Ok. J'aime bien ce logo parce que les typos sont très belles et très bien dessinées. Le MO, là, cette police de caractère d'Ido, elle raconte bien la France, quoi, et la culture un peu du 18e, 19e siècle. Et donc, c'est vraiment raccord avec le côté artistique du musée et la période. Par contre, ce qui est dommage, c'est que moi, je préférais l'ancien logo, qui était de mémoire fait par Philippe Appelois, dans lequel le haut du M et le bas du O étaient coupés, étaient cachés. Et donc, je trouve ça plus intéressant graphiquement parce qu'il y avait l'idée de découvrir quelque chose, alors que là on n'a plus rien à découvrir, quoi. Tout est déjà montré, donc je suis sur un ouais. Moi j'ai mis no, mais plus sur l'aspect global du logotype, pardon, et la composition qui est un peu étrange. L'espace entre les deux est un peu démesuré, à la fois le musée d'Orsay s'excuse presque, quand il est écrit en toutes lettres face au MO à côté, et je suis assez d'accord aussi sur l'ancien logotype. Il y avait un jeu qui était un peu plus intéressant. Hop, ouais, j'achète. Ouais. Et j'achète parce que en vrai c'est intemporel. Bon, c'est très très marqué, mais c'est hyper intemporel. Bon, en termes d'usage, ça va être un peu compliqué. Et bon, après, je pense qu'il y a plein de variantes parce que voilà. Et finalement, on s'en fiche presque de la lisibilité parce que là, en vrai, on reconnaît encore une fois, c'est comme ton anecdote de Harry Potter. En vrai, tu reconnais les formes. Donc en effet, c'est un très très beau logo parce qu'il y a un contraste qui est extrême entre les pleins et les déliés, quoi. Ouais. Et les formes de lettres sont hyper particulières, donc c'est des lettres gothiques très reconnaissables. Ouais. Je pense que c'est un logo qui a été redessiné, retravaillé de mémoire par un dessinateur de caractères qui s'appelle Matthew Carter, qui est un dessinateur de caractères britannique. Et en effet, ce logo, il a une identité hyper reconnaissable. Et ce que je vous invite à faire, pour les auditeurs de CMJN, c'est regarder l'identité du New York Times, voir le New York Times Magazine qui est très très beau, et voir comment le logo il évolue en plus petit. Donc quand le logo évolue en plus petit sur le site internet ou sur les réseaux sociaux, en fait il garde que le T de New York Times. Et le T lui-même, c'est une forme graphique en soi, quoi. Carrément. Et on peut pas le confondre avec un autre T d'un autre logo parce qu'il est tellement particulier qu'on peut pas le confondre avec autre chose. Yeah.
Ouais. En vrai, j'achète parce que, alors, c'est pas quelque chose que peut-être pas quelque chose que j'aurais fait naturellement, mais ça marche excessivement bien. Je trouve ça hyper intemporel. Ça correspond à la matérialité du produit, et ça, c'est plutôt chouette. Puis même le fait qu'il n'y ait pas d'espace entre chaque lettre, ça me dérange pas, parce que je pense que l'idée aussi derrière, c'est t'as le truc de la construction et d'assemblage. Du coup, ça correspond plutôt bien. Peut-être le seul truc que je viens de voir, que j'avais jamais vu, c'est le brand au-dessus du haut. Je l'avais jamais vu. Qui est tout à fait minuscule. Ouais, et pourquoi? En effet, on est sur de la matérialité, comme on dit, puisque on a l'impression que c'est de la pâte à modeler et on a l'impression qu'on peut prendre le logo et on peut assembler les lettres et on peut fabriquer quelque chose avec. Donc c'est un logo qui fonctionne un peu comme un mot image où en fait le mot représente directement le produit qu'il vend. Ça donne envie de jouer en fait et donc en ce sens-là, ça fonctionne. Moi, c'est juste le Y qui me dérange un peu parce que je trouve qu'il ressemble à un 4. Donc soit il faudrait qu'il soit un angle un peu différent ou qu'en bas il y ait une partie qui remonte. Mais ça c'est mon métier de designer typo qui veut ça. Eh ben parfait. Comment tu vis le fait de faire un métier qui est quand même hyper niche et est-ce que les gens comprennent ce que tu fais et l'intérêt de ce que tu fais? C'est une thématique qui revient, une genre de question qui revient assez souvent. En effet, les gens me disent, du coup, t'es dessinateur de typo, mais du coup, pourquoi t'en dessines des nouveaux? Parce qu'en fait, les typos, il y en a quand même déjà beaucoup. Un petit peu désagréable, si je peux me permettre. un peu passif-agressif. Bonjour, vous êtes désagréable. À quoi ça sert finalement? Parce qu'on en a déjà plein. Et du coup, souvent, je réponds à cette question en faisant un parallèle avec d'autres domaines d'activité. Pourquoi on crée des nouveaux vêtements? Si on prend en compte tous les vêtements qu'on a créés depuis le début de l'humanité, sur tous les coloris, les textures, les matières et tous les prix, il y a ce qu'il faut. On n'est pas obligé de créer des nouveaux vêtements. Pourtant, on en crée des nouveaux. Comme les voitures, on crée des nouveaux modèles de voitures. Et c'est pareil avec la typo, dans la mesure où les besoins des gens, ils changent, les moyens technologiques, ils évoluent, on dessine plus des lettres comme on pouvait le faire avant, on a plus de moyens, maintenant on peut plus faire de code open type, donc on peut faire de la programmation dans les typos, on peut faire des typos arabes hyper complexes, donc on peut faire plus de choses. Et il y a toujours besoin de faire des projets sur mesure. Souvent, une fois que je commence un peu à en parler avec les gens et leur montrer certains points, et commence un peu à découvrir l'étendue de ce domaine. Mais au départ, c'est pas facile puisque c'est pas quelque chose auquel les gens sont attentifs dans la mesure où la typographie, elle est partout. Elle est sur leur téléphone, sur leur montre, sur les enseignes qui croisent dans la rue, sur les publicités. Donc c'est là. Et les gens, ça a un impact fou, quoi. Voilà, c'est ça. Et les gens se disent, c'est là, parce que c'est là, quoi. Ça a toujours été là, bon, c'est tout. Mais du coup, ils se disent pas que derrière ce logo qu'ils voient sur une pub dans la rue, il y a quelqu'un qui a dessiné ce logo à la main et qui a fait un truc précis, quoi. Ouais, un peu à la manière du design produit. Enfin, je sais pas, pour faire une chaise, t'as plein de manières de faire une chaise qui répondent à plein de problématiques de confort, d'usage. Et c'est un peu ça aussi, la typo. T'as ce truc-là de, comme tu l'as dit, c'est là. Et il y en a plein. Et pourtant, en vrai, ça influe sur les choix, sur des campagnes marketing ou quoi, sur des comportements, des émotions. Enfin, en vrai, c'est un peu un super pouvoir finalement. Carrément. Selon toi, c'est quoi qui fait la différence entre un bon typographe que tu es et le reste du monde et les moins bons typographes, en tout cas le reste du monde. Voilà. Je dirais qu'il y a les bons et les mauvais typographes. Je dirais que... Et déjà, là, tu pars mal, parce que déjà, c'est clivant. Mais... Ah oui, c'est ça, faut pas être clivant. Non, mais tu peux être clivant, avec grand plaisir. Pour faire une réponse honnête, je dirais que c'est le degré d'exigence qui fait la différence. C'est un travail méticuleux. Je dirais que c'est un travail d'horloger, un peu d'orfèvre, où il faut faire attention à tous les petits détails, à la forme d'un empattement et de bouger de quelques unités de points d'ancrage, ou alors de modifier de 5 ou 10 unités l'approche entre deux lettres. Donc, faut avoir quand même un niveau d'exigence et d'amour du détail qui est quand même assez élevé. Et donc, dans les typos qu'on trouve sur Internet, il y a des typos où c'est bien pensé parce que tu vois que tout a été pensé dans les moindres détails. Et il y a d'autres typos où il y a des choses qui vont. Et tout à coup, il y a une approche qui marche pas. Ou tout à coup, il y a une lettre qui est un peu cabossée par rapport à une autre où il y a une belle courbe. Et là, tu te dis, du coup, le travail a été fait un peu à moitié, a été fait en partie, mais pas totalement. Est-ce que tu aurais des conseils, tu vois, à donner à des jeunes qui souhaiteraient devenir typographes? Parce que c'est vrai que c'est hyper niche et du coup, c'est quand même dur de s'orienter dans ce domaine. Il n'y a pas énormément d'écoles ou de bonnes écoles qui font ça. Pour une découverte, ils peuvent faire des petits workshops, comme peut y avoir sûrement à Lyon, à Paris, où du coup, pendant quelques jours, ils découvrent un peu ce que c'est que la typo, ils font des petites choses. À Nantes, par exemple.
Je ferai ça un jour. Et après, il y a des formations plus longues qui existent. Donc, il y a l'école Estienne à Paris, il y a l'ESSAD d'Amiens que j'ai fait. Et voilà, après, le conseil que je pourrais leur donner, je dirais lire pas mal de bouquins. D'accord. Regarder pas mal de typos. Essayer de connaître quelques bons dessinateurs de caractères ou quelques bonnes dessinatrices de caractères pour se dire, voilà, je vais me baser sur cette typo-là qui est très très bien. La regarder de près, essayer un peu de la décortiquer et se dire, ah oui, ça a été fait comme ça, ces proportions, elles sont comme ça. Donc, moi, je vais essayer de un peu m'inspirer de ça. Okay. Il y a aussi des événements aussi, je les inviterais à aller à des événements typo. Il y avait le printemps de la typo à un moment à Paris, il y a les rencontres de Lure en Provence chaque été pendant une semaine où il y a une série de conférences, de workshops, d'ateliers. C'est un bon endroit parce que du coup tu rencontres plein de gens au même endroit qui sont tous des spécialistes dans leur domaine et qui viennent souvent de plusieurs pays. Donc ça c'est hyper stimulant quoi. T'évoques les bouquins et on en a parlé d'ailleurs hier pour notre petit workshop. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 refs? Parmi les refs auxquels je pense, il y a plusieurs livres des éditions 205, la collection Max, qui est une collection sur la pédagogie en gros du design et de la typo. Un livre qui s'appelle, je crois, Observer, comprendre et utiliser la typographie, qui est très complet. Après, il y a aussi les éditions Atelier Pérousseau, avec David Rowe, qui est une sorte de messie un peu de la typo, qui porte la bonne parole de la typo en général depuis pas mal d'années. Et lui, il a fait un livre qui s'appelle Guide pratique du choix typographique. Dans lequel il passe en revue plein de typos qui sont très connus, en expliquant leur origine, les mots-clés qui s'y rattachent, des exemples d'usage et tout ça. Merci beaucoup et on va terminer sur la dernière question. Est-ce que tu pourrais nous partager une anecdote un petit peu de zinzin? Alors de zinzin, je sais pas si les dessinateurs de caractères sont tous zinzin. Je pense à une anecdote, il y a quelques années, j'ai fait un logo qui a changé depuis, mais à l'époque j'avais fait un logo pour une agence qui s'appelle Antigel, qui est une agence de communication à Nantes. Du coup ils voulaient refaire leur logo, en évoquant quelque chose qui bouge, qui soit pas fixe mais qui arrive à évoluer quoi. Donc j'avais fait une belle presse, j'avais préparé mon truc, c'était nickel. Voilà, j'avais dessiné ça sur Illustrator, c'était propre quoi. Et la présentation c'était lundi matin 9h. Okay. Je vais faire un week-end à Paris. J'ai toujours souvent mon portable mon ordi portable dans mon sac à dos. Je vais à Paris, on est dehors, il fait beau. Je pose mon sac à côté de moi par terre dans la rue, on est en terrasse, on discute, on boit des bières quoi. Et une fois qu'on a fini, je me retourne pour prendre mon sac et là il a disparu. Et du coup en fait on m'a volé en fait mon sac. Et donc ce qui veut dire qu'on m'a volé tout mon travail quoi, tous mes projets. Donc j'avais un disque dur externe, mais j'avais pas cette dernière sauvegarde. Et donc je me suis retrouvé avec rien et que je devais aller à cette présentation client pour présenter le truc. Et sachant que j'avais fait une sorte de petit gif animé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessiné ça à la main sur des feuilles de papier A4. Je suis revenu à la méthode à l'ancienne quoi. Et donc j'ai créé une animation en 4 slides. Ah, tu fais un petit storyboard. Ouais, j'ai fait une sorte de storyboard en 4 slides pour montrer les modules qui commencent à bouger et là clac, ils s'assemblent et forment le truc. Okay. Et donc je suis arrivé à la présentation. Je leur ai dit bon alors déjà, je vous explique le truc dès le départ. Je me suis fait voler mon ordinateur. Je n'ai rien. Je n'ai plus rien. Donc ils étaient un peu surpris et désolés pour moi. Et je leur dis, cela dit, je veux quand même vous présenter mon travail. Et donc c'est là que, juste avec quelques feuilles, un crayon de bois et ta motivation, tu peux arriver à bien expliquer ton projet de design, même si t'as pas une présentation nickel avec des super beaux mock-ups et tout ça quoi. Et c'était assez drôle. Et du coup j'ai tourné ça un peu à la dérision pour que ça devienne un truc un peu marrant. Et donc ma petite animation en motion, je leur ai dit, et là maintenant je vais vous montrer l'animation de votre logo, puisque j'ai pensé à du motion design. Attention, ça va être très rapide, ça va se passer en 3 étapes. Et j'ai pris les feuilles comme ça, je leur ai dit, hop, étape 1, étape 2, étape 3, et voilà, le logo s'est formé. Et du coup, ils étaient morts de rire, et ils ont dit, bah oui, c'est une super idée, carrément, Thierry, c'est génial. Ils ont compris. Du coup, on prend ce logo-là, c'est top, quoi. C'est parfois une anecdote que je raconte à mes étudiants, dans la mesure où mes étudiants, des fois, ils veulent faire des choses qui sont absolument sublimes, avec des mock-ups incroyables et des lumières de fou. Et en fait, des fois, quand on n'a pas ça, ça amène à un truc qui est parfois plus spontané et plus original. Voilà, j'aime bien cette anecdote. Elle est incroyable. Et tu l'as très bien raconté. Très bien. Ouais, franchement, ouais. Bah, merci beaucoup Thierry, c'était un plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Bah, c'était super. J'ai envie de revenir ici et j'adore ce canapé. Canapé convertible, tu peux dormir là, tu peux rester là. Donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube et également sur les réseaux sociaux de l'agence. Ciao.